Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, la haine à l'ouest de Pluton et This is Spinal Tap. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous, ici Guillaume Saint-Cyr, On jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Et aujourd'hui, je reçois l'animateur, auteur et grand mélomane Félix B. Desfossés. Salut Félix! Hey, salut Guy, merci de me recevoir, c'est vraiment cool. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Félix, t'es un auteur prolifique, tu as écrit L'évolution du métal au Québec et Racines du hip-hop au Québec, tous les deux aux éditions du Quartz. Oui. T'animes Région 08 sur Ici Première en Abitibi, donc sur toutes les ondes abitibiennes de la radio, de Radio-Canada. Ouais. Grand mélomane, même, on va en parler tout au long, mais il y a dans les films que tu m'as envoyés, même si la musique n'est pas toujours au centre, il y a toujours quelque chose de très musical. Ah, énormément, énormément, tu vas voir, on s'en sortira pas, c'est sûr. Ouais. Mais avant qu'on entre dans ta liste, c'est quoi les films avec lesquels tu as grandi? C'est quoi les films qui ont marqué ta jeunesse, ton adolescence? Ben, c'est sûr que pour moi, c'était beaucoup des films musicaux, mais c'était des films, des comédies, essentiellement. Écoute, si je te dis Wayne's World, Airheads, Radio Rebelle, Half-Baked, des espèces de films comme ça, j'étais beaucoup dans les comédies. Tu sais, c'est des affaires de batté, là. J'étais un skater quand j'étais jeune, j'étais un punk skater, puis j'écoutais, c'est drôle parce que, tu sais, je collectionne les VHS aujourd'hui, puis j'essaie même de racheter des vidéos de skate aujourd'hui, puis c'est rendu que ça vaut super cher, tu sais, 40, 50 pièces la VHS. Ah ouais. Les 411, des Transworld, ces trucs-là. Fait que, tous les premiers films de Spike Jones. Oui, c'est ça. De Spike Jones, c'est des vidéos de skate. Avant Jackass, c'était ça qu'il faisait. Puis avant de faire Her, puis gagner des Oscars. Là. C'est ça. Puis comment c'est lui, Being John Malkovich aussi? Ou, ouais, c'est lui. Bon, c'est lui. Where the Wild Things Are, tout ça, ouais. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que non, j'ai grandi beaucoup là-dedans, dans cette culture-là. Puis en même temps, il y a quelque chose de bizarre à Rouyn-Noranda, d'où je suis, d'où je te parle en ce moment. Ben, c'est pas bizarre, en fait, c'est cool, mais ça nous rend bien spéciaux. C'est le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Dès la tendre enfance, au primaire, on se fait envoyer regarder des films de répertoire au cinéma. Bon, c'est pour enfants, etc., mais quand même. Puis à l'adolescence, ben, j'ai commencé à travailler tôt au Théâtre du Cuivre comme placier. Fait que j'ai commencé à voir beaucoup de cinéma, répertoire, etc. Puis, écoute, des films polonais sous-titrés en ukrainien, là, tu sais, je veux dire. C'était des affaires assez deep quand même, et encore aujourd'hui, c'est ça. Puis ça a comme marqué aussi mon imaginaire. Ça m'a permis de savoir qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas. Peut-être aussi de rendre tout ça un petit peu plus sérieux. Puis au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, il n'y a pas énormément de choix de domaine d'études. Je voulais étudier en littérature. Puis pour faire littérature, il fallait aussi faire du théâtre. J'ai essayé le cours de théâtre, puis j'ai pas trippé tant que ça. Je me suis essayé, puis je me sentais pas encore à l'aise. Je me sentais pas très libéré de mon interprétation. J'avais encore une coquille à percer, fait que j'étais allé en cinéma. Ouais. Fait que là, j'ai fait l'espèce de base en cinéma, que j'ai adoré d'ailleurs. J'ai des profs qui aujourd'hui sont comme des amis, tu sais, dans la communauté culturelle à Rouen. Je pense à Martin Guérin, qui est même chroniqueur aussi à Radio-Canada en Abitibi. Je pense à Béatrice Média-Villa, qui est une documentariste. Martin aussi est documentariste. Tout le monde ici aussi a cette particularité-là de si tu es passionné par quelque chose, non seulement tu peux être le prof, mais tu peux être aussi le documentariste, puis tu peux aussi être le gars qui fait le vidéo corpo. Ou le gars qui suit les Huskies puis qui fait les capsules, je pense à Martin Guérin encore, qui suit l'équipe de la LHJMQ. Puis tout ça se mélange assez aisément ici. Puis ça, je trouve ça le fun quand même. Ouais. Super, c'est très complet. Je vais juste faire une petite parenthèse avant qu'on commence. Tu as mentionné Airheads, qui est un plaisir coupable pour moi. Je peux le regarder une fois par année. Super bon film avec Steve Buscemi et Adam Sandler d'une gang de gars qui prennent en otage une station de radio pour faire jouer leur musique heavy metal.
C'est incroyable. C'est Adam Sandler, satisfaisant. Ouais. là-dedans, il était tout jeune, il était mini, il est presque méconnaissable si on le connaît juste aujourd'hui. Puis il fait pour moi un des bouts de comédie les plus hilarants, mais les plus random ever aussi. En tout cas, c'est aussi un film que je réécoute assez souvent, puis dont je connais des répliques Ouais. par cœur en français et en anglais. Qui commence avec un plan séquence hallucinant. Les gens qui n'ont pas vu Airheads, regardez juste les 10 Ah premières minutes, oui, vous allez tomber en bas de votre chaise. C'est fou, fou, fou comme film. absolument. Puis il y Euh, a même un lien avec un des films dont on va parler tantôt. On retient Airheads. on retient ça. Donc, on va rentrer dans ta liste avec La Haine, un film de 1995 réalisé par Mathieu Kassovitz, son premier film. Ouais. Film coup de poing, là, mettant en vedette Vincent Cassel, Hubert Koundé et Saïd Takmaoui. Ça raconte quoi, La Haine? Écoute, c'est drôle parce que récemment, il y avait quelqu'un sur Facebook qui faisait un statut en disant raconte-moi ton film préféré de la manière la plus plate possible. Oui, Puis c'est ça, une espèce de petit défi que les gens ont oui. comme parti sur Facebook. Puis j'ai dit mon film préféré, c'est trois gars de la banlieue qui vont passer une nuit à Paris. Essentiellement, c'est Oui. ça la haine, tu sais, c'est carrément ça. Mais en même temps, ce qui est incroyable, c'est que tout ça se passe alors qu'il y a un jeune de la cité, les banlieues parisiennes, qui a été battu par la police pendant des émeutes. Il y avait on ne connaît pas nécessairement, je pense, le contexte dans lequel il y a eu ces émeutes-là, sinon des tensions sociales. Et puis, il y a un désir de vengeance des trois jeunes par rapport à la police. Il y a une haine envers la Mhm. police, envers cette injustice-là, finalement. Puis ils vont passer la soirée à Paris. Et puis, à un moment donné, ils apprennent aux nouvelles pendant qu'ils sont à Paris que le jeune est mort. Puis, un des éléments qui ajoute énormément de tension là-dedans, ben, c'est que Vincent Cassel, qui joue, et c'est un des éléments assez intéressants, c'est que les trois personnages principaux utilisent leur vrai prénom là-dedans. Ils Mhm. jouent Vince, mais comme Vincent quand même. Ouais. Ils trouvent un fusil qu'un policier a échappé et à ce moment-là, il se demande est-ce que je vais flinguer un policier ou non, parce Ouais. que et c'est là où il y a c'est do or die, c'est comme toute l'espèce de. Il joue les toughs, mais est-ce que vraiment il est capable d'aller au bout de tout ce qu'il prétend? Écoute, son jeu est d'un naturel. Même chose pour Saïd puis Hubert, je les appelle Mhm. directement comme ça. Euh, c'est basé. On a le feeling qu'on fait juste les suivre dans leur Ouais. journée, et c'est pratiquement un documentaire sur leur journée. Il y a des moments qui sont extrêmement plates, en même temps, ils sont choisis pour raconter quelque chose quand même. Mais tu sais, une scène où à un moment donné, il y a un jeune par rapport qu'on voit juste une fois. Il raconte une scène de genre le surprise de France là, Mhm. à Vincent Cassel. Puis il n'y a comme pas de punch à son histoire. Puis c'est comme un long moment où c'est comme qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais c'est ça, c'est leur vie. Leur vie, et il y a du vide dedans, il y a du plate, ils ont besoin de le remplir avec quelque chose, avec de l'action. Et puis, quand j'ai vu ça, c'était en 95-96 que j'ai vu ça. Moi, j'ai comme 13 ans, à peu près 14 ans. Et leur malaise par rapport à la société, je le ressens complètement. Je sens la même chose. Puis leur espèce de rien à faire, je le ressens aussi. Ouais. Parce que je suis en Surtout, Abitibi à ce ouais, ouais, c'est ça. moment-là. Mais c'était ma question, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'un petit gars blanc de l'Abitibi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un film comme celui-là te rejoigne autant? Ben, première des choses, c'est que j'avais l'impression de voir trois vrais jeunes. Honnêtement, Vincent Cassel, à ce moment-là, je ne sais pas s'il avait fait bien des trucs, mais moi, je ne le connaissais pas en tout. Ouais. Il Fait avait que joué dans Les Intrépides, c'était à peu près ça. les Il y a un intrépides, petit rôle, ouais, ouais, avec Laurent Deutsch et Jessica Barker, il y a un tout petit rôle, il joue un méchant dans Les Intrépides, et après ça, il va faire es-tu la haine. sérieux? Ouais, Oh my God! Bon, ben tu vois, peut-être que j'ai relate à fait parce que j'étais un fan des intrépides aussi. ok. Cela dit, je viens d'apprendre quelque chose de vraiment nice. Je suis vraiment content. Aïe, aïe. Mais non, c'est ça. Fait que Vincent Cassel, je ne le connais pas. Hubert non plus, ça aide. Et puis essentiellement, on les revoit peut-être pas tant que ça dans le cinéma français après, les deux autres non plus, mais je sens que j'ai l'impression que c'est des vrais jeunes, puis ça me parle énormément. C'est sûr que, tu sais, je suis pas énormément dans le rap à ce moment-là, alors que les autres sont beaucoup dans la musique rap. C'est ça qu'il y a Ouais. comme musique là-dedans. Mais ça commence à faire mon éducation musicale sur le rap. Moi, je suis dans le punk rock dans ma vie, mais je vois des éléments culturels qui se ressemblent, que ce soit du breakdance ou des trucs comme ça. J'ai pu m'associer à quand même pas mal de ces éléments-là dans ce film-là. Mais je pense que c'était vraiment
sais, à ce moment-là, quand je commençais à écouter de la musique punk, je me posais beaucoup de questions sur notre société. J'écoutais des groupes qui remettaient en question le système, etc. Puis je n'étais pas sûr c'était pourquoi que les groupes punk remettaient en question le système, le gouvernement, le ci, le ça. Puis la haine, ça commence avec, c'est l'histoire d'une société qui tombe, ou c'est-tu la fin que c'est la société qui tombe? Pour se rassurer, se répète jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, mais c'est pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage. Puis là, il y a comme l'espèce de cocktail Molotov qui explose sur une image de la Terre, puis c'est une puissance. Ouais. Puis ça, moi, cette espèce de ce coup de poing-là, ça m'a parlé énormément. Ça venait me chercher, puis tout. C'est venu énormément me chercher. Puis avec le temps, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce film-là a vieilli autant qu'il y avait une dose de réalité, même si c'était joué à ce moment-là. Je pense que c'est autour de 2005, 6, 7, là, je ne sais plus exactement, mais en France, oui, il y a eu énormément d'émeutes dans les cités à cause justement de jeunes qui avaient été battus, peut-être tués par la police, je ne me souviens plus exactement, mais où là, c'est devenu la haine, mais expose en 10. Mm-hmm. Là, tu te dis, OK, Mathieu Kassovitz, il est comme 10 ans avant ça, puis il a vu ça venir, là, les tensions dans les banlieues, etc. Et avec Black Lives Matter aux États-Unis, on est encore là-dedans. Oui, on est 25 ans après. Mais encore là, il y a quelques semaines à peine, il y a un producteur de musique noire à Paris qui s'est fait battre pour on ne sait pas trop pourquoi. Okay. Ça arrive. Bon, avec les Gilets jaunes aussi, bon, c'est sûr que c'est très blanc, les Gilets jaunes, mais il y a quand même eu des émeutes qui ont donné place à des gros débordements en France, puis la haine a été ramenée. Je pense même qu'il est sorti, les cinémas ne sont pas fermés à Paris. Ils ont ressorti le film en 2020 avec les mouvements Black Lives Matter, en faisant une nouvelle affiche pour le film, en faisant, en tout cas, il y a eu toute une sortie. Ouais. C'est un film qui moi, écoute, avec Black Lives Matter, j'y suis retourné, je l'ai réécouté. J'ai retourné à la trame sonore, j'ai fait des chroniques musicales pour retourner aussi à la musique qu'il y a là-dedans, parce que tu sais, tu as autant des rappers classiques, un peu underground américains comme KRS-One, tu sais, avec Poop, Poop, That's the sound of the police, tu sais, c'est une espèce de classique. Puis il y a l'espèce de mash-up avec les Beastie Boys, non, attends. Piaf, aussi en arrière, on entend l'espèce de non, rien, de rien. Il y a comme une espèce de mélange à un moment donné de. Et je pense que le mélange musical illustre beaucoup le mélange des cultures aussi. Et puis, il y a autant quand ils font du breakdance, à un moment donné, justement, il y a Zap, puis cette chanson-là, quand j'ai pu finir par trouver c'était quoi le band, j'ai commencé à la mettre dans mes soirées DJ, mais systématiquement parce que c'est trop un bon groove, tu sais, c'est parfait. Fait qu'il y a comme... plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte à quel point ce film-là a fait énormément de ma culture et fait partie de moi à bien des égards, finalement. Mm-hmm. C'est un film, tu l'as dit, les dialogues sont très réalistes, mais moi, j'ai été frappé la première fois que je l'ai vu à quel point il y avait une esthétique hip-hop, il y avait une esthétique qui avait l'air d'être empruntée au vidéoclip hip-hop. Tu sais, quand Vincent Cassel monte ses points, quand t'as des espèces de plans que t'as l'impression que Jean-Pierre Jeunet a repris pour faire Amélie Poulain. Il y a des plans que je me doutais pas à quel point c'était l'esthétique qu'on a revu dans le cinéma français, mais qui vient un peu des clips rap américains. Oui, vraiment, ça m'a surpris, vraiment. Je m'attendais vraiment à un esprit plus documentariste dans le film. C'était pas ça du tout. Non, puis moi j'ai trouvé ça, premièrement, l'utilisation du noir et blanc, ça ajoute vraiment justement au terne de leur vie, je pense, en quelque sorte. Et il y a justement dans cette esthétique-là, pour moi, quelque chose qui était comme qui était très vrai, qui ressemblait à ce que je voyais, ce que je consommais comme culture finalement, je pense. Puis c'est beaucoup pour ça que ce film-là est venu me chercher à ce point-là. Puis ouais, encore aujourd'hui, écoute, j'ai la version Criterion, j'ai la côté avec le petit autographe de Mathieu Kassovitz ici, le director approved. Puis je suis vraiment content d'avoir ça. Puis là, je cherche la VHS, avis de recherche, là, j'aimerais ça l'avoir. Bonne chance. En zone 1 ou zone 2? Zone ici, là. Oui, c'est sûr. Tu as écrit un livre sur le hip-hop, sur les racines du hip-hop. Oui. Est-ce qu'il y a des liens que tu as pu faire entre le hip-hop français, le rap français et le rap québécois? Complètement différent. Compte tenu de l'époque à laquelle
le livre que j'ai écrit, là, Les racines du hip-hop au Québec, ça se passe de 78 à 84. Il y a du hip-hop qui se fait en France à ce moment-là, mais les liens ne sont pas encore raffermis entre le Québec et la France. Fait que non, il n'y en a pas nécessairement là-dedans. Cependant, je me suis rendu compte à quel point, en écrivant le livre, je me suis rendu compte à quel point la culture hip-hop faisait partie de mon adolescence d'une manière tout à fait naturelle. Je m'en suis jamais rendu compte à quel point c'était partout autour de moi, que j'en écoutais du rap malgré tout, que je connaissais tous les éléments de la culture hip-hop, que ce soit le breakdance, que ce soit le graffiti. J'avais des amis qui faisaient du graph, mais puis à quel point justement la réalité de la rue, en fait, est concomitante autant à la culture hip-hop qu'à la culture punk. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de vases communicants où finalement je suis allé des années au Vans Warped Tour à Montréal, puis il y avait autant du hip-hop que du punk qui jouait. Puis, tu sais, j'ai vu Ice-T, puis Eminem backstage au Vans Warped Tour en 98. Genre. Puis, tu sais, Eminem, en 99, je pense, en tout cas, là, je sais plus l'année exacte. C'est l'année où Eminem a explosé, là. Exact. C'est comme 2-3 mois après, Eminem devenait une méga vedette. Puis là, je venais de le voir, faire un... Puis je m'en sacrais là, complètement, là, parce que j'étais juste backstage, puis ce que j'attendais, c'était de voir Suicidal Tendencies, puis c'est qui d'autre? Pennywise, genre, c'était complètement fou. Là. C'était ça, cette année-là, les gros noms, là, genre. Ouais. Oh mon Dieu, wow, je peux pas croire que... Mais c'est ça, tu le sais jamais, là. Pour l'anecdote, j'ai un ami qui est rentré un soir au Faux-Fun électrique. Il a demandé c'était qui le band qui jouait, c'était Nirvana. Il est allé voir 5 minutes, il a fait, bah, non. Puis il est reparti. Non, oh my God! Ben, c'est fou, hein? Ben, c'est ça, je connais une personne qui était là aussi. Tu sais, tu te dis, il y a des moments comme ça où tu arrives, tu vois comme une méga vedette qui va percer, puis tu t'en rends pas trop compte, tu portes pas trop attention. Puis une couple d'années après, ou 2 mois après, tu fais comme, ah ben, taboire, j'ai manqué ça. Ou j'étais là, puis je l'ai vu, mais j'ai pas profité du moment, vraiment. C'est ça. On va passer à ton prochain film qui est À l'Ouest de Pluton, un film de 2008 de Henri Bernadet et Myriam Véro. Film québécois mettant en vedette, il n'y a pas de comédien connu, même il n'y a pas de comédien de ce film-là qu'on a nécessairement revu après ou qui ont eu des carrières marquantes, mais on va les nommer quand même Alexis Drolet, David Bouchard, Anne-Sophie Tremblay, La Montagne, Johan Lintot et Sandra Jacques. C'est des gens qui ont tous à peu près mon âge, qui sont tous nés autour de 1990-1989. Ça un peu la même question que pour La Haine. Ça raconte quoi à l'ouest de Pluton? Ça raconte l'histoire, dans le fond, grosso modo, d'un paquet d'adolescents, d'une gang d'ados, plus précisément d'une jeune fille qui décide de faire un party chez eux puis que ça vire assez mal. Puis, tu sais, c'est tellement classique quand tu regardes ça. Je veux dire, ça pourrait être n'importe quel film d'ado américain très générique quand on le présente comme ça. Mais c'est ça, la particularité, c'est qu'ils ont décidé d'aller chercher un peu comme dans la guerre des Tucs. Les jeunes d'un village, là, c'est un quartier à Québec. Je pense que c'est à... je ne me rappelle pas. Je pense que c'est là en tout cas, c'est dans le coin de Québec, là, très proche de Québec. Et puis, ils prennent les jeunes d'une cohorte au secondaire qui se connaissent effectivement, puis ils leur demandent de jouer là-dedans, dans le film. Et c'est là où, justement, leur espèce de naturel et leur expression, leurs vraies expressions de vrais ados arrivent là-dedans. Puis là, ça devient extrêmement coloré puis d'une richesse incroyable. Puis, il y a quand même, tu sais, la tension entre le grand frère qui n'est pas content qu'il y ait un party chez eux, puis la petite sœur qui est là, puis ses amis, puis il y a une scène, écoute, moi, ça me fait capoter cette scène-là. Pour moi, c'est des plus grandes de l'histoire du cinéma québécois. Ils sont dans le char, puis ils cherchent le cadre de famille. Il y a quelqu'un qui a volé le cadre, la photo de famille. Puis là, ils veulent le trouver, le putain de cadre, puis ils sont en auto, c'est le grand frère qui conduit. Puis là, ils disent, on va arrêter de manger chez Patate. Comment ils l'appellent? Tu te souviens-tu du nom? Je ne me souviens pas du nom. Dans ma tête, c'est Charlie. Patate Gilles, ouais. Chez Patate Gilles. Non, c'est pas chez Patate Gilles, c'est au Patate Gilles. C'est ça, puis c'est chez Gilles Patate. Puis c'est au Patate Gilles. Ça, Gilles Patate. Les cestines sur c'est-tu Gilles Patate, c'est-tu Patate Gilles, c'est-tu au Gilles Patate, c'est-tu chez Gilles Patate, chez Patate. Écoute, c'est d'une... J'en parle, ça me fait capoter. C'est mythique, je trouve. Tous les coins ont leur restaurant que personne ne sait comment le dire nécessairement. C'est ça. Je pense, j'ai des amis à Sherbrooke, ils vont manger au Charlie ou chez Charlie.
C'est ça. À Hull, quand j'étais jeune, c'était la pataterie hulloise, mais d'autres disent la pataterie holloise. C'est le débat plutôt. Non, Oh, non, c'est la pataterie hulloise. Non, mais non, c'est holloise, on est à Hull. Non, c'est la pataterie hulloise. eux autres, ils disent une, tu sais, c'est comme. Mais fait que ce moment-là, pour moi, il est incroyable. Mais il y Ouais. a moi, ça m'a parlé énormément parce que là, j'étais rendu, quand c'est sorti, ça, 2008, j'étais déjà un adulte. Mais c'est des jeunes qui font du skateboard, qui vivent exactement la même vie que moi, je vivais dans mon Rouyn-Noranda quand j'étais jeune, de faire du skate, chercher un party, puis. Ils ont leur tension au secondaire aussi, entre eux autres, entre amis, puis tout le kit. Puis il y en a un jeune qui, à un moment donné, il est en amour par-dessus la tête Ben oui. avec une fille. Puis là, il va il écrit des poèmes, puis la patente. Puis là, il va dans le bois. Puis là, dans le milieu du bois. Puis là, il crie, je sais pas s'il dit le nom de la fille, mettons. Tu sais, genre, Mélissa! Ouais, ouais. Damn! Damn! Puis là, il rentre chez eux, puis il soupe, la prochaine scène, puis là, c'est le gros silence total. Puis là, son père, il dit juste, c'est quoi ça, ce grand criage dans le bois? C'est merveilleux, là. C'est tout à fait. Ça, c'est ça, je me voyais le jeune moi qui tripait sur des filles puis qui, malheureusement, pognait pas pantoute. Fait que j'ai cette souffrance-là, j'ai relate à ça aussi. Ce Oui, grand oui, criage dans le c'est bois. pareil. C'est pareil ici. Fait que, non, et puis il m'est arrivé une drôle d'anecdote par rapport à ce film-là aussi, c'est que j'ai rencontré par hasard le réalisateur Henri Henri Bernadet, Bernadette. ouais. Il y avait un reportage qui était tourné à Rouen il y a quelques années à propos d'un de mes amis qui est barbier. Puis ils m'ont demandé de parler dans le reportage de lui, blablabla. Je dis, ah oui, parfait. Fait que j'ose. C'est Mariem, d'ailleurs, qui anime ça. Là. Elle est assez connue quand même. Là, elle a animé toutes sortes de trucs. Elle a fait du rap un petit peu. Et OK. puis, ça fait que on commence entre deux takes, on jase, blablabla. Ils viennent de Québec. Là, il me dit, le réalisateur, il me dit, ah, j'ai réalisé aussi un film. Là. Pour même un grand monde connaît ça, c'est à l'ouest de Pluton. Je dis, tu me niaises, Ah, c'est man! bon, man. T'as réalisé à l'ouest de Pluton? Mais il est comme, oui, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas aimé ça? J'étais là, non, 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 je pense que je suis le plus grand fan de ton film, qu'il n'y a pas, je le connais par cœur. C'est comme, ça a changé ma vie. Puis, ben, voyons donc. Je pense il n'avait pas rencontré souvent des gens qui en étaient autant passionnés. Écoute, c'est devenu, finalement, l'entrevue a viré de bord parce que là, c'est moi qui s'est mis à y poser des questions, à y jaser ça, puis à vouloir tout savoir à propos du film. Puis j'étais tellement content d'y parler. Puis, tu sais, je ne sais pas s'il a fait beaucoup d'autres trucs après en cinéma ou quoi que ce soit. Et j'ai l'impression qu'en même temps, un truc comme ça, tu ne peux pas refaire ça deux Non. fois. Tu sais. Il a trouvé un groupe de jeunes qui étaient particulièrement allumés et ça a donné de la magie à ce moment-là. Ça aurait pu ne pas fonctionner. Et tu sais, la guerre des Tucs, c'est un peu ça aussi qui est Mhm. arrivé. Tu sais, ils sont allés à Charlevoix, ils ont pris un groupe de jeunes puis, qui n'étaient pas des comédiens pantoute, puis ça a donné aussi cette magie-là. Et pour faire mon chauvin, ben, c'est quand même réalisé par Mélenchon qui vient de Rouyn-Noranda aussi. Qui est Aussi. Ouais. oh, oui, un de nos grands de la région. Fait que non, cet aspect-là, cette authenticité-là, tu ne peux pas l'inventer. Ouais. Puis là, ça colle, ça marche, la sauce lève. C'est pour ça qu'à l'Ouest de Pluton, pour moi, c'est vraiment un classique. Ça me fait rire de A à Z, puis en même temps, tout ce qui est sous-jacent est comme juste vrai par rapport à mon expérience. Ouais. C'est un film, mais tu sais, tu le dis, c'est pas un film qui est super connu. Tu sais, c'est pas un film qui a peut-être rencontré le public qui aurait dû au moment de sa sortie, mais j'ai l'impression qu'il a donné naissance à un courant dans le cinéma québécois qu'on définit mal encore, mais je trouve qu'il y a plein de films d'adolescents qui sont sortis depuis ce temps-là, ou des films avec des ados. Là. Il y a eu Jeune Juliette en 2019 qui était un de mes coups de cœur cette année-là, mais tu sais, je pense Oui. à Prank. Je sais pas si tu as vu Prank, Non, j'ai pas mais vu. Non. c'est c'est une gang de jeunes qui font des pranks. C'est un film OK. là-dessus. Mais tu sais, mais tu sais, c'est des affaires comme. Tu sais, moi, je pense à une espèce de Tudor Nicole Ouais, de ouais, ouais, Stéphane tu dors Lafleur, tu sais, Nicole puis je me aussi. dis, dans cette espèce de lenteur-là de la vie d'une ville ou d'une banlieue normale, de ces jeunes-là entre eux autres qui vivent des affaires de jeunes, je sais pas, tu sais, j'aurais facilement pu mettre un film de Stéphane Lafleur dans le top, là, Ouais. je l'aime autant musicalement que cinématographiquement parlant.
Mais bref, c'est ça. Puis aussi, je voulais dire qu'à l'Ouest de Pluton, là, je voulais avoir le DVD pour le montrer, mais je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté à quelqu'un. Et il fut un temps où j'avais 2 copies du DVD pour pouvoir toujours en prêter une à quelqu'un parce que je voulais que tout le monde découvre ce film-là. C'est le seul film pour lequel j'ai fait ça de ma vie, là, d'avoir une copie de prêt. Puis la pochette, c'est quelqu'un qui fait un trick en skate. C'est déjà super beau comme pochette, comme couverture. Exactement. C'est super belle affiche. Oh, ouais. Mais, ah non, ça, si t'as pas vu Prank, je pense qu'il se trouve en ligne. La trame sonore, c'est que du hip-hop québécois de 2015-16 peut-être. C'est un des films qui m'a fait le plus rire au monde. Ce qui est magique de Prank, c'est que tu vois les 5 à 10 minutes dans la vie des gens qui vont se faire pranker. Qu'est-ce qui se passe avant, là, qu'ils se fassent attraper. Okay. Il y a une scène phénoménale d'un gars devant son ordinateur qui, clairement, c'est sa soirée tout seul. Sa blonde est partie avec les enfants. Il est devant son ordinateur. On sait très bien qu'est-ce qu'il s'en fait. Il y a son gros pot de crème à côté. Puis son téléphone sonne, puis t'entends juste « Ouais, allô, qu'est-ce que tu fais? » Ben là, je regarde le baseball, là. OK. Attends, je te passe notre fille. Ah non, fais pas ça. Allô, papa? Oh, allô, ma chouette. C'est que des malaises. Son moment, genre. Puis le prank, c'est finalement juste un sac de caca en feu devant chez eux. Tu sais, c'est... OK, ouais, plus. Il y a une histoire, mais tu sais, les pranks qu'ils font sont mauvais. Mais c'est-tu vraiment, comment dire, c'est des vrais pranks ou c'est quand même joué? C'est tout joué, c'est tout des faux pranks. C'est toute une fiction, mais je reconnaissais dans les dialogues, dans la mise en scène, quelque chose d'à l'Ouest de Pluton dans ce film-là qui me reparlait dans la façon que les jeunes s'expriment. Puis c'est pas des... En fait, c'est un mélange entre à l'Ouest de Pluton puis Napoléon Dynamite. C'est vraiment le mariage parfait entre les deux. Des gens qui ont des grosses broches dans la bouche, puis... Ouais. C'est ça. Tu sais que des gens qui ont toujours les yeux endormis avec la bouche un peu trop ouverte, c'est ça, prank. OK, c'est bon, j'aime ça. Ça me parle, ça. Écoute, on va passer à ton troisième film. Là, on va tomber dans le métal. On est dans les années 80. This is Spinal Tap de 1984. Quel grand film de Rob Reiner. Rob Reiner, à qui on doit When Harry Met Sally, à qui on doit Princesse Bouton d'Or, The Princess Bride. Ouais. Des excellentes comédies en général, Rob Reiner. Celui-là, c'est son top. C'est un faux documentaire où est-ce qu'on suit un groupe heavy metal qui s'appelle Spinal Tap, à qui les meilleurs, les pires horreurs arrivent. C'est devenu tellement mythique, tu sais, c'est devenu légendaire au point où il y a eu, à un moment donné, c'était-tu Live Aid ou quelque chose comme ça, il y a eu un gros show qui se faisait, puis il avait annoncé que Spinal Tap jouerait, il était sur le bill, puis les gens n'étaient pas trop sûrs qu'est-ce qui se passerait avec ça. Et effectivement, ils se sont présentés, puis après ça, tous les membres de tous les groupes, dont Metallica, puis je sais pas quoi, sont tous venus sur le stage, mais tous avec une bass pour jouer, genre, je pense que c'est Bell Bottom, ou je me rappelle pas c'est quelle tune, qui joue toute la bass, en tout cas. Puis, fait que là, c'est comme tous les musiciens, autant Dave Grohl ou whatever, avaient chacun une bass sur le stage, c'était juste incroyable. Mais non, c'est ça, Spinal Tap, écoute, je peux pas m'empêcher de rire de A à Z quand je regarde ce film-là, parce qu'il y a tellement d'affaires qui sont vraies aussi. C'est un faux documentaire, mais tu vois dans leur manière de faire les choses que ça pourrait être tellement vrai. Tu sais, quand j'ai regardé le documentaire sur Anvil, un groupe métal canadien, j'ai fait comme, OK, c'est ça, là, c'est la même affaire, tu sais. Les espèces de motés canadiens qui vont faire des shows au Japon, puis qui ne reviennent pas, puis il y a du monde au bout, mais il y a d'autres shows où il n'y a personne, il y a 0 personnes qui sont là. Fait que Spinal Tap, le niveau d'humour aussi, il est quand même assez... je trouve à certains... il y a des fois où c'est très slapstick, c'est très visuel, etc. Puis il y a des moments de dialogue qui sont assez subtils puis que j'adore là, dans le jeu. Entre leur nom, je pense que c'est Michael McKean qu'on a vu après. Il y a Harry Shearer Harry Shearer qui est le directeur Skinner dans Les Simpsons quand même. Christopher Guest aussi qui a eu une carrière de réalisateur qui a fait que des faux documentaires par après, là, Best in Show... mascottes, des films. Il fait que des faux documentaires. Probablement que c'est tiré de son expérience de Spinal Tap. Je ne pourrais pas le confirmer, mais c'est ça. C'est Best in Show qui est un faux documentaire sur des gens qui inscrivent leurs chiens dans des compétitions canines. C'est les guerres entre les propriétaires de chiens. C'est hilarant. Waiting for Goffman aussi, c'est lui. Mais donc, c'est un des membres du groupe.
Puis, ouais, mais c'est un beau casting. Puis Rob Reiner qui joue le rôle du réalisateur qui n'est pas Rob Reiner en plus. Exact, tu sais, c'est incroyable. Il joue le rôle du réalisateur là-dedans, puis lui-même, il ajoute une dimension à ça. Non, vraiment, là, de A à Z, c'est excellent. Tu sais, c'est juste quand que, pour moi, une des passes classiques qui n'est pas si drôle que ça, mais qui, pour moi, justement, est devenu comme incroyable, c'est quand bon, il y a comme un problème avec leur pochette de disque parce qu'elle est trop explicite, tu sais. Fait que là, ils se Smell font that dire, glove. ouais, smell the glove. Puis là, c'est supposé être une femme en laisse qui sent un gant, genre, tu sais, c'est quelque chose de très. Ben, effectivement, on comprend. Fait que la compagnie disque fait comme non, on sortira pas ça. Puis finalement, ils leur reviennent avec le disque, puis la pochette est toute noire. Tu sais. Ouais. Puis là, ils posent la question, puis ils sont comme well, the question is how much more black could that be? The answer is none. None more black. None more black, man. J'ai fait, c'est tellement malade. C'est juste comme, il y a quelque chose là-dedans qui est super subtil dans leur humour et dans leur manière de présenter les choses. Un dialogue, quand à un moment donné, ils sont dans la loge, puis tu sais, il y a comme des petites biscottes, puis des tranches aussi de petites viandes, puis là, il essaie de faire du sandwich avec ça, puis il n'est pas capable, tu sais, puis il est juste comme This lunch is a complete catastrophe, tu sais, genre, c'est comme, parce que une tranche, tu sais, de viande froide, ça ne fit pas entre deux biscottes, tu sais, c'est leur gros, tu sais, white privileged man problem, là, tu sais, Ouais, c'est ouais. ça. Ah, man, ils sont incroyables. Ah, Ils moi, sont tellement drôles. j'aime beaucoup l'espèce de spectacle qu'ils essayent de donner avec Stonehenge. Tu sais, il recrée Stonehenge avec des hommes de petite taille, là, avec des nains qui dansent autour. Tu sais, ça fait très autant Pink Floyd que. Voyons, je parle le nom du groupe, mais le groupe qui avait une flûte traversière. Là, Jethro Tull, Jethro chose de Tull, ouais, même, c'est oui, c'est ça. ça. Tu sais, ben, tu vois, je ne sais pas qui a écrit le film, mais tu vois qu'ils ont déjà, du côté de Rob Reiner, en tout cas, une connaissance du monde de la musique, une connaissance du Oui. monde heavy metal, parce que pour avoir vu des entrevues avec des musiciens, il y en a beaucoup qui disent, tu sais, c'est des jokes, mais c'est pas loin de la réalité. C'est tellement proche de la réalité. Ouais, C'est ouais. pour ça que moi, j'adorais ça. Puis en même temps, ben, comment dire, j'ai vu les films dans l'ordre inverse, mais un autre de mes films que j'ai adoré dans ma vie, et pour lequel ça m'a pris du temps de comprendre que c'est un faux documentaire, c'est Hardcore Logo, un film canadien qui est sorti dans les années 90 à propos d'un band punk qui fait une tournée du Canada. Oui. Puis qui est basé sur le même espèce de principe de Spinal Tap. C'est Spinal Tap Punk, essentiellement. Mhm. Puis, écoute, ce film-là, tu sais, ils ont été jusqu'à chercher Joey Ramone, le chanteur des Ramones, pour le Wow. faire parler là-dedans, pour nous faire croire encore plus, nous faire mordre encore plus au fait que c'est peut-être un vrai documentaire sur un vrai band. Et quand j'ai compris à quel point c'était juste un offshoot canadien et punk de Spinal Tap, j'ai fait comme, wow, tu sais, ça me parle au bout. Hardcore Logo, je l'ai vu là, des centaines de fois. Puis c'est ça, c'est juste qu'il n'est pas très drôle, Hardcore Logo. C'est plus dramatique, mais alors que Spinal Tap, c'est vraiment drôle. Puis Ben oui. j'ai au fond de moi un poil très assumé. Ça aussi, c'est mon fond d'Abitibien. Je viens d'un village qui s'appelle Baudry. Là. J'allais tatouer ça OK. dans le logo de Metallica. Ah! Là. Puis à Baudry, le monde, ça écoutait Metallica à côté. Puis justement, ce tatouage-là, ben, je me le suis fait faire dans un faux reportage à propos du fait que Metallica aurait joué à Baudry Je me en souviens de ce reportage-là. 1983. Ben, c'est ça. Fait que là, je m'étais fait faire ce tatouage-là. Puis c'est l'idée du faux documentaire. Ben, ici, il y avait un festival de faux documentaires à Rouen qui s'appelait le Documentaire. C'était en hommage à ce documentaire-là, ce festival-là, qu'on avait fait ce reportage-là avec la gang de Patrick Masbourian. Qui avait, et encore récemment à Radio X, ils en ont parlé comme si c'était vrai, là, que Metallica Oui, avait parce que joué à vous Baudry. cherchiez. Il y avait un gars qui disait qu'il était le fils De de Cliff Burton. Cliff Burton, ouais, ouais, avec Et ça sa m'étonne. mère qui disait oui, oui, j'ai une aventure avec Cliff Burton. Exact. Puis, tu sais, c'est Louis-Philippe Gingras qui est un musicien qui Ouais. est quand même assez connu au Québec. Puis celle qui jouait sa mère, c'est aussi une musicienne qui a chanté du rock un peu élevé dans les années 80-90 en Abitibi. Fait que, tu sais, encore là, il y avait beaucoup d'éléments qui pouvaient nous faire croire à ça. Puis il y avait aussi Hélène Lorrain qui commentait là-dedans, Ouais. écoute, elle a fait sa maîtrise ou son doc à propos de Motley Crue, quelque chose OK. comme ça. En tout cas, c'est une femme érudite? Érudite? Érudit. Ouais, Femme très érudit. intelligente. Et puis, qui ajoutait aussi des éléments de fausses informations là-dedans.
c'était vraiment une belle aventure. Fait que c'était notre espèce d'hommage abitibien, Radio-Canadien à Spinal Tap. Ouais. Puis t'as eu la chance d'avoir des confidences de gens qui ont fait évoluer le métal au Québec. T'as Oui, rencontré les gars de Voivod, de Autre Chose, les gars de Offenbach, des Hoolops. oui. Est-ce qu'il y a des confidences que ces gars-là t'ont fait qui se rapprochent de l'aventure Spinal Tap? Est-ce qu'ils ont été perdus pendant des heures Dans dans des le backstage. backstage? Ils sont-tu promenés en cherchant la scène ou Écoute, quoi que ce soit? une des meilleures anecdotes, puis je suis vraiment content que tu me poses la question parce que ça me la rappelle, celle-là. Puis elle a rapport avec Anvil, dont je te disais qu'il était, Mhm. tu sais, c'est un groupe de thrash metal canadien, mais euh, qui était l'équivalent de Spinal Tap. Il y a un band qui s'appelle Aggression, qui était les Slayers du Québec dans les années 80 essentiellement, donc à peu près les plus violents. Eux autres, tu sais, ils allaient sur le stage avec des espèces sur l'avant-bras, là, des clous de 6 pouces des deux côtés, puis Ouais. des pads de hockey avec des clous de 6 pouces aussi, puis la patente, il y avait un look vraiment violent, puis tout. Puis eux autres, là, ils étaient quand même jeunes, puis là, ils allaient rencontrer ce show-là, ils faisaient la première partie de Anvil, puis ils allaient rencontrer les gars d'Anvil, puis comme leur musique était vraiment élevée, ben, ils avaient peur d'eux autres, un peu, ils étaient comme, hey, on va être intimidés, on va rencontrer les gars d'Anvil. Puis, première affaire qu'ils se sont rendus compte, c'était un show extérieur. Le chanteur de Anvil, il était sur une chaise longue en petit speedo avec un petit caniche, genre, puis il était en train de se faire griller avant le show, puis les autres, ils étaient comme, quoi? Genre, c'est ce dude-là qui fait la musique qui nous fait peur, genre, il était tellement déçu. Eux autres, ils se préparaient avec leurs clous à aller rencontrer leur héros. Puis finalement, non, il était en speedo avec son caniche en train de se faire griller. C'était assez particulier. Il y en a d'autres. Écoute, il y en a plein des anecdotes comme ça. Le guitariste de Offenbach, John McGill, quand j'ai demandé si Offenbach était vraiment sur le party, oui ou non, il me dit, écoute, premier show que je fais avec eux autres, c'est à Québec. Ils sont venus me chercher à 9 h du matin à mon appart à Montréal, puis après de Montréal, toute la gang. Il dit, je me suis assis avec eux autres dans le char, il y avait une caisse de 24. Ils ont ouvert tout de suite chacun une bière, ou ils en avaient peut-être déjà une entre les jambes quand ils sont venus le chercher. Il a fallu qu'ils fassent un arrêt à Trois-Rivières pour acheter une autre caisse de 24 pour se rendre à Québec. Là, tu te dis, OK. ouais, merde, ça fallait que ça soit. Fait que là, t'es le matin, là, avec le rendu à Trois-Rivières, t'as à peu près 10h30. Puis Ouais. là, il arrive, il n'y a pas de soundcheck de fête, rien. Il y a pas. Écoute. Ça nous donne une idée du mode de vie Ouais. rock'n'roll que ce monde-là il menait à l'époque. Ouais. La chanson Cette voix devient bien plus proche d'un documentaire que d'être une tune Tellement, poétique rendu là. tellement brûlé par l'alcool, la Ah oui. cigarette. Okay, ça, c'est mon imitation de Jerry, c'est pas très fort. Bravo, bravo. Très cool, très cool. Euh, on va faire une petite pause là-dessus. Au retour, on va s'arrêter brièvement du côté des nuits chaudes de Harlem et du New York des années 70. Pas trop longtemps parce que c'est pas quelque chose que tu aimes beaucoup avec Superfly. On va plutôt aller se trémousser le bassin sur les rythmes funky et endiablés d'après-ski. À tout de suite. Ouh. Je profite de cette petite pause pour vous dire que On Jase de film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/On Jase de film. On y retrouve aussi le podcast L'Armoire à cassette où je m'entretiens avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance ainsi que des discussions sur le cinéma avec des amis. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Jen Saint-Cyr, Daria Desjardins, Éric Biron, ainsi que Gabriel Bordelot. Pour vous abonner, patreon.com/On Jase de film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner et commenter sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour à On Jase de film avec mon invité Félix B. Desfossés, avec qui, en première partie, on a jasé de La haine à l'ouest de Pluton et This is Spinal Tap. On va aller vers un film que c'est pas un film que t'as détesté, c'est une déception. C'est Superfly, un film de Gordon Parks Jr., un film de 1972 avec Ron O'Neal, Carl Lee et Sheila Fraser. C'est un film qui est
un des premiers films du mouvement Blaxploitation. Je ne sais pas si tu peux résumer un peu Superfly puis expliquer un peu c'est quoi le Blaxploitation pour ceux qui ne connaîtraient pas ça. Écoute, Superfly, je vais avoir de la misère même à te résumer le film parce que c'était tellement poche. J'ai tellement pas écouté. Je me demandais, bon, je vais t'expliquer tout ça par après, mais grosso modo, le Blaxploitation, c'est un courant cinématographique où les Blacks américains, les Afro-Américains ont décidé de se présenter dedans, de présenter leur vie, de présenter de leur réalité, mais de se présenter aussi comme super-héros au besoin. Fait que c'est là où le fameux personnage de Shaft est arrivé, et puis qui était justement une espèce de, je vais dire, de manière un peu grossière, mais l'espèce de James Bond black, au sens où c'est une espèce de policier qui a tous les talents, puis etc. Donc, c'est vraiment fait dans une espèce de mouvement d'affirmation, afro-américain, puis j'adore ce mouvement-là. Il y a des films qui sont vraiment super intéressants et des trucs qui sont extrêmement série B aussi, mais qui peuvent être quand même le fun. J'ai toujours gros aimé le cinéma de série B, d'horreur, ou toutes les exploitation, en fait, sexploitation, blaxploitation, etc. Je veux dire, il y a comme bien des éléments qui sont vraiment le fun là-dedans. Puis l'affaire, c'est que Superfly, je voulais vraiment voir ce film-là pendant longtemps. La trame sonore du film. Ouais, Curtis Mayfield. Curtis Mayfield. Hallelujah, je l'aime tellement. Ouais. Pour moi, c'est le plus grand, à peu près, de la musique funk des années 70. Quand j'étais au cégep, j'écoutais cette trame sonore-là chaque soir avant de me coucher. Je capotais sur ce disque-là, je l'écoutais comme ça n'avait pas de bon sens, sans jamais avoir vu le film. Puis je me faisais tellement... La musique de film, naturellement, c'est évocateur, ça fait mettre des images dans ta tête. Et puis, éventuellement, tu te mets à avoir des attentes par rapport au film. Et c'est le film dont la trame sonore est la meilleure, peut-être des années 70, une des meilleures. Je pense que c'est dans les palmarès des meilleures trames sonores de l'histoire. Il se retrouve souvent là-dedans, mais dont le film est tellement en dessous de la coche. Okay. Je veux dire, c'est comme si ça avait été le moindrement aussi intéressant, par exemple, que Shaft, qui est déjà, tu sais, je sais pas, moi, mettons que j'ai Shaft et ici, les trafiquants d'hommes. C'est poche, mais j'adore ça le regarder. Puis la trame sonore dessus est bonne. Il y a des, je pense que c'est des Temptations ou je sais pas quoi. En tout cas, il y a des artistes de soul et de funk que j'aime beaucoup qui sont dessus. Ça fait super bien la job. Je le mets un soir, je suis vraiment content, puis il n'y a pas trop de déception. Mais Superfly, j'ai été tellement déçu. Puis pour moi, c'est cette espèce de gap de qualité où le film ne suit pas en toute la qualité de la trame sonore et toutes ces années-là où je l'ai écouté. Puis tu sais, tu dis, comment ça qu'un gars comme Curtis Mayfield a accepté de se coller à un projet aussi mauvais, tu sais, à un film de ce genre-là. Il ne pouvait pas trop savoir non plus, naturellement, là, que ça virait comme ça. Mais tout ça, quand même, découle beaucoup du gros trip que j'ai eu pour... et que j'ai encore pour Quentin Tarantino, là, naturellement, je pense que c'est évident. Avec Jackie Brown, c'est ça, je l'ai adoré, la trame sonore aussi du film. Puis, c'est comme là que j'ai comme pris conscience, justement, des Foxy Brown de ce monde, puis des Dolomite, je pense qu'ils s'appellent. Puis, bon, en tout cas, ces espèces de personnages-là. Et donc, il y a comme de ces courants cinématographiques-là qui sont cool sur papier, qui sont cool sur musique, mais qui finalement, en film, ça rejoint pas toujours l'aura mythique qu'on leur donne. C'est ça qui est dommage un peu. Ben, c'est ça. Puis c'est des films avec très peu de budget. C'est des films qui sont faits... Dolomite, pour ceux qui ont vu sur Netflix, le film Dolomite is My Name avec Eddie Murphy, ça parle de la vie de cet humoriste-là qui a fini par aller faire ces films de blaxploitation, mais qui n'avait pas d'argent, puis c'était quasiment aller chercher le barbier du coin pour jouer l'espèce de mafieux, entre guillemets, dans ton film. C'est ça, tu sais. Mais avec James Brown qui va faire ta musique, et avec Curtis Mayfield qui va faire ta musique. Tu sais, tu dis James Brown, en fait, la musique de Black Caesar, la trame sonore est excellente. J'ai jamais vu Black Caesar, puis j'ose même plus le voir à cette heure. Il y a bien des films de même que je fais comme. J'aime mieux, tu sais, l'esthétique est tellement cool, les posters. J'ai des posters juste pas un original, mais recréé, tu sais, de Superfly, qui me fait capoter. Tout est super beau, toute l'esthétique est merveilleuse, mais le film est pas à la hauteur de toute l'enveloppe. Puis ça, c'est bien dommage. Ouais, effectivement.
Ouais. On va rester dans le merveilleux monde des trames sonores funk et Ouais. funky avec un film tout aussi funky et lubrique qui est Après-ski, un film de 1971, donc un an avant, euh, un an précédent Superfly. Oui, Roger Cardinal qui met en vedette Daniel Pilon, le frère de Donald, Céline Lomez et Mariette Pilon. Pierre Labelle aussi, oui. mais René René Angélil, Angelil, Angèle Coutu, Janine Suto, Raymond Lévesque, rien de moins. Et Francine c'est Grimaldi. Francine, et c'est ce qu'on appelle, avec du recul au Québec, des films de fesses. Oui. Donc, ça suit Valérie, ça suit Deux femmes en or, ça suit toute cette Et l'initiation. vibe-là, l'initiation, toute cette vibe de film de fesses-là qui mettait souvent en vedette des comédiennes qui sont encore aujourd'hui connues et célébrées. Euh, mais c'est quoi après-ski? Écoute, vu que j'ai la VHS ici, je vais te lire le Oui, synopsis, OK? Mais ça, c'est vas-y. la version 1984. Là, c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle, parce qu'il y a une deuxième version d'après-ski qui a été bonifiée un peu plus de 10 ans après. C'est Philippe se rend à un hôtel des Laurentides où il est engagé comme moniteur de ski. Ses nouveaux collègues le mettent au courant des exigences de séduction entraînées par le métier. Poursuivi par les attentions de ses élèves, Philippe cède à l'une et à l'autre. Il s'éprend d'une cover girl, Karine, qu'il envisage même d'épouser, mais celle-ci l'abandonne pour partir avec un autre amant. Écoute, ça se passe, je pense que c'est tourné dans les Laurentides, Ouais, sous toute réserve. En tout cas, c'est ce qui est dit. ça a tout des Laurentides. Et puis, c'est ça, Daniel Pilon, Ah écoute, oui, pour moi, il est beau comme Burt Reynolds dans ce film-là. Là. Il a une écoute, moustache luxuriante. il est incroyable. Puis, tu sais, Donald Pilon, je l'adore, mais, tu sais, Daniel, il était comme, on dirait, une petite coche de plus. Tu sais, il y a comme Daniel, là, il avait la gueule un peu plus américaine, on dirait, je sais pas. Puis, donc, il mène ça, mais en même temps, il n'y a pas d'émotion. Tu sais, il joue pas bien. Puis, il y a personne là-dedans qui joue bien, mais tu sais, la brochette d'artistes, et je choisis brochette justement vu qu'on les voit une fois de temps en temps dans Mhm. ces situations-là. Et c'est incroyable. Puis, tu sais, je veux dire, juste parmi les autres qu'on n'a pas nommés, mettons, Robert de Montigny, il a été animateur, entre autres, des émissions jeunesse d'aujourd'hui, il était Mhm. chanteur populaire. Jacques Desrosiers, c'est Patoff. Ouais. Patoff avant d'être Patoff, qui joue là-dedans, donc le clown Patoff, Robert Arcan, qui était un animateur de radio populaire à cette époque-là aussi. Fait que tout le monde qui est là, dont deux des baronnets, avec Renan Angelil et Pierre Labelle, Ouais. c'est complètement fou. C'est complètement fou. Ça aurait dû être un méga succès, Ouais. mais le film est d'une platitude incroyable. C'est un navet total. Il n'y a personne qui joue bien. Le montage est scrappé, là, mais comme ça n'a pas de bon sens. Tout ce qu'il y a de. Ben, il y a quand même des scènes esthétiquement, mettons. Je sais pas, moi, Céline Lomez, là, nue, là, est super belle. Tu vois que ça repose juste là-dessus. Parce que Oui. les autres, juste sur les scènes où on voit un petit peu de sexe, c'est complètement. Parce qu'à part de ça, c'est vraiment poche. Puis en 1984, la deuxième version dont j'ai la Ouais. VHS ici, ben, ils ont ajouté des scènes un peu plus hardcore de sexe. Cependant, pas tout à fait. Tu vois pas tu vois peut-être une fois un pénis, mais c'est Mhm. pas mal tout. Fait que ça vaut pas vraiment la peine de rajouter ces scènes-là, Ouais. mais tu sais, quand tu dis que, mettons, tu vois deux personnes qui sont, bon, donc, mettons, Daniel Pilon, puis je sais pas, Mariette Lévesque, je sais même pas s'il y a une scène avec les deux, mais bon, je dis ça comme ça. Et là, tout d'un coup, ça coupe, on est dans une autre chambre avec deux autres personnes qui sont en train de faire l'amour dans une autre position. C'est juste comme un mauvais, très, très, très mauvais montage. Fait que le film était déjà mauvais, mais même la nouvelle version 1984 est encore moins bonne. Même si on voulait ajouter quelque chose de plus hardcore, c'est même pas intéressant. Écoute, mais c'est un plaisir coupable parce que il y a de notre petit Québec là-dedans que Oui. j'aime beaucoup. Le côté.
sais, à un moment donné, ils sont comme dans un party. Il y a une fille qui a un gilet du Canadien, puis il y a un band qui joue de la polka, puis tout le monde, tu sais, tripe dans leur espèce de fête. Il y a un moment donné, il y a un bonhomme là-dedans qui sort des expressions comme Saint-Skidoo, tu sais, puis il y a au travers, puis quand tu vois des scènes où ils font du skidoo avec des bombardiers du début des années 70, avec les sauts qui matchent, puis les casques, puis là, ils arrêtent dans le bois pour s'embrasser, puis batifoler, tu sais, c'est de toute beauté, en fait. Il y a quelque chose de très, très beau de culture québécoise là-dedans, mais qui, au final, n'a pas fonctionné, puis c'est vraiment dommage. Mais ce qui a rendu le film encore plus mythique pour moi, ben, c'est la trame sonore, dans le fond. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler du film pour la première fois. Raconte-moi, parce que c'est une histoire qui est folle, l'histoire de la trame sonore, c'est complètement débile. Qui est plus intéressante que le film même. Là. Absolument, absolument. C'est complètement fou. Tu vois, je trouve le 33 tours, à un moment donné, à Rouen, en fouillant dans des disques, là, ce que je fais tout le temps. Puis, donc, j'achète une pièce, comme ça a l'air drôle. On voit des filles dessinées en singe. Entouré de Daniel Pilon. C'est ça. Je me dis, bon, pour une pièce, ça vaut la peine. Puis, en faisant des petites recherches sur Internet, je me rends compte que le disque se vend 350 pièces. Je suis comme, comment ça? Ouais, c'est impressionnant. En Europe, puis au Japon, puis un peu partout. Oui. Exact. C'est des collectionneurs de partout sur la planète qui achètent ça, puis absolument pas nous autres, c'est au Québec. Fait que, je mets ça dans ma collection. Je suis vraiment content, mais j'écoute la face A, puis c'est Mark Hamilton qui chante, puis Céline Lomez, justement, puis tu sais, c'est vraiment pas bon. C'est de la musique pop pas très réussie. Mm-hmm. Sur la face B, c'est un groupe qui est crédité comme étant, écoute, je me rappelle pas c'est quoi, Jean Crevier et son ensemble. Ouais. Puis c'est du funk. Gros funk, gras, cochon, jazzé. Écoute, tu as des beats de drum que tu pourrais sampler pour faire du hip-hop avec. C'est incroyable. C'est probablement le meilleur demi-album funk qui a été fait au Québec des années 70. Et là, plus que je parle avec mes chums geeks collectionneurs de disques, plus le monde me dit « Ouais, mais c'est pas Jean Crevier et son ensemble, c'est un autre band. » Là, il n'y a personne qui sait c'est qui vraiment le band qui a fait ça. Il y a comme toute une histoire autour de ça, mais il y a cette aura de mystère autour de la trame sonore d'après-ski où on ne sait pas c'est qui a vraiment composé puis enregistré cette excellente face de musique funk jazzée. Jusque-là, j'ai l'impression que tu me décris un true crime, là. Oui, c'est ça, c'est complètement fou. Et là, moi, à ce moment-là, en 2010 environ, je me pars une petite maison de réédition de disques qui s'appelle les Disques Pluton, inspiré par À l'Ouest de Pluton. C'est drôle, ça. C'est vraiment drôle. Je viens juste de penser à ça. Mais oui, c'est à cause de ça. Tout est dans tout. Voilà. Puis, avec les Disques Pluton, on réédite un 45 tours du claviériste de César et les Romains, Donald Seward, qui a fait des trucs de funk dans les années 70 en solo à l'orgue B3. Puis, il me dit en entrevue, Donald Seward, que jouait dans un band à Rouen qui s'appelait The Flaming Stars. Fait que, comme tout bon geek, je vais googler Flaming Stars, voir si je ne trouverais pas quelque chose. Je tombe sur un site d'un bonhomme qui s'appelle John Ranger, puis il décrit toute sa carrière. Il dit qu'il a joué dans The Flaming Stars, puis qu'après ça, il a joué dans tel band, puis qu'en 1971, il a enregistré la trame sonore du film Après-ski. Je suis comme, pardon? Okay. Pardon. Fait que là, j'écris au bonhomme, tu sais, puis je suis comme, il y a l'adresse sur son site web, puis je suis comme, c'est quoi cette histoire-là? T'es comme, oh, hey, c'est moi, regarde, j'ai toutes les preuves. Puis il m'envoie comme un paquet de ses droits d'auteur, puis la patente, puis il dit, check, le nom qui est crédité, c'est genre Denise ou Diane, je sais pas quoi. Ben, il dit, c'était ma femme. L'affaire, c'est que mon band, puis son band s'appelait Illustration, il était en contrat avec une compagnie américaine, puis il avait pas le droit d'enregistrer ici. Mais eux autres, vu qu'il y avait, tu sais, comme, genre une trompette, 2 saxophones, un trombone, bon, drummer, bassiste, 2 guitaristes, lui qui jouait de l'orgue, ça finissait plus leur band. Ils n'étaient pas capables de payer leur monde, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ils se sont fait proposer de faire la trame sonore d'après-ski. Ils ont dit, ouais, si on veut payer le band un peu, si on veut survivre, ben, on n'aura pas le choix d'aller en studio, de prendre ça, mais de ne pas être crédité, tu sais. Fait que c'est comme ça qu'ils ont contourné leur contrat américain, puis que leur nom n'a jamais été crédité là-dessus. Fait que là, moi, j'ai dit à M. Ranger, est-ce que ça vous tenterait qu'on fasse une réédition de ça? Puis il est comme, oh, oui, pas de problème, parle à mon avocat. Je parle avec l'avocat, il prépare un contrat, ça me coûte, tu sais, genre quelque chose de très, très raisonnable comme prix à y offrir. Puis il me met en contact avec le producteur original du film, Jean Zaloum. Il me dit, t'as juste à aller chez eux, puis
fait que j'arrive chez eux. Monsieur Zaloum, avez-vous encore les bandes audio originales? Oui, ils sont ici, juste là. Tiens, tu peux déjà me ramener ça après. Ah, tiens, ça, c'est le film original. Ça, c'est le artwork original. Tu peux Hein, le scanner. Ça, c'est blabla. Hey, man, je t'as tout, là. capotais, là. Là, j'ai le producteur d'après-ski qui est en train de me prêter tous Ouais. les trucs de la production d'époque. Puis, écoute, j'hallucinais. Je me rappelle du moment où on est entré en studio sur Saint-Laurent, à Montréal. Je pense que c'est une coop de cinéma, là, en tout cas. Puis, on a commencé à numériser ça. Puis là, tu entends la musique du film. Puis là, tu te dis, OK, là, on est dans le studio avec le band. Au début, tu entends les petits 1, 2, 3, 4. Puis tu sais, les gars qui jasent. Puis là, tu dis, OK, on est là. On est en 1971 dans un studio à Montréal avec eux autres. On est en train de numériser ça. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on va découvrir d'autre? Parce que là, on a tous les arrangements de violon, de cordes, qui est aussi un peu partout ailleurs dans le film, mais qu'on n'a pas sur la trame sonore originale. Puis, on retrouve une toune qu'on ne sait pas c'est quoi la toune, elle est très funky. Et puis, on l'ajoute sur la trame sonore aussi, puis on l'appelle Arabesque. Mhm. Puis, finalement, parce que c'est ça qui était écrit quelque part sur le tape, là, le tape qu'on avait eu, ben, quand j'ai écouté après-ski, nouvelle version 1984, je me suis rendu compte que c'est parce qu'il était là-dessus, Arabesque. Fait que, finalement, ça nous a fait une chanson de plus qui était dans la deuxième version du film. Ça a été une aventure incroyable de rééditer ça. On avait un distributeur international qui est une maison de disques qui s'appelle Light in the Attic, basée à Seattle, si je ne me trompe pas. Puis, écoute, on a fait 500 copies du vinyle. Ça s'est vendu tout de suite de même sur la planète, au Japon, en Italie, en France. Wow. Ça s'est écoulé comme si de rien n'était. Puis, il y avait un groupe à cette époque-là. Ça, c'est vraiment cool. Je ne sais pas où ils sont, ces gens-là, aujourd'hui, mais ça s'appelait Érotique PQ. C'est des gens de Québec, la ville. Et puis, ils reprenaient des chansons de trames sonores de films de fesses québécois des années 70 et il ajoutait en arrière des montages vidéo psychédéliques, etc., puis des montages vidéo de ces films-là. L'expérience de ce spectacle-là était de toute beauté. C'était à la fois justement cinématographique, visuel, puis musicalement, c'était quand même les compositeurs de ces trames sonores-là au Québec. François Cousineau en a fait beaucoup avec Diane Dufresne qui commençait, puis etc. C'était des grands noms, c'était des génies, c'était des gens qui faisaient beaucoup de travail en studio, puis il y avait beaucoup de funk là-dedans aussi. Fait, bref, avec Érotique PQ, qui jouait après-ski intégral au Francophonie, c'était un spectacle débile. Francine Grimaldi est venue. Donc, j'avais une des comédiennes originales du film. Puis, écoute, c'était merveilleux. C'est une des plus grandes aventures de ma vie, ça. Ouais. Je peux imaginer. Avant qu'on termine, j'ai une dernière question. Tu dis Oui. que la copie vinyle d'après-ski peut se vendre très cher. Est-ce qu'il y a d'autres albums québécois qu'on sous-estime, dont on sous-estime la valeur marchande à l'international? Il y en a des centaines, carrément. OK. Je peux dire qu'il y a des centaines d'albums ou de 45 tours, sinon québécois, qui sont vendus au-dessus de 100 $ facilement et jusqu'à 1 500 $ sur le marché international sans problème. Mais juste de la vague de Maple Syrup Porn, là, donc de cette vague de déshabillons la québécoise, Ouais. ben, il y en a une autre trame sonore qui est celle de Viens mon amour, qui s'est déjà vendue jusqu'à 500$. Elle a été rééditée l'an dernier par Trésor National. Shout-out à mon ami Sébastien Desrosiers qui a travaillé là-dessus. C'est aussi d'une qualité musicale incroyable comme après-ski. Il y a plus de trous à percer qui a déjà eu une bonne valeur. Il y a la trame sonore de l'initiation qui va valoir à peu près 50$ parce qu'il y a Patty Galland qui chante Psychedelic Party là-dessus. C'est complètement Wow. débile. Fait que, il y a aussi un autre compilation du travail de François Cousineau dont je parlais sur certaines trames sonores de films. Là, je pense genre L'amour humain. Non, c'est L'amour humain. En tout cas, La machine à faire l'amour, je pense. Puis il y en a un autre, c'est Le diable est parmi nous. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de J'ai jamais ça. vu ça, non? Wow, ça, c'est hallucinant. C'est le Saint Graal de la cassette VHS que moi, je cherche. Et il y a une toune de funk là-dessus. C'est débile. Grosso modo, là, Le diable est parmi nous, c'est une secte sataniste qui fait des orgies. C'est à peu près le premier film de genre qui est entre horreur et sexe qui a été fait au Québec. C'est complètement débile. Il y avait une copie à la boîte noire à l'époque et quand j'ai pu voir ça à la boîte noire, je voulais... Écoute, et quand j'ai su qu'elle allait fermer, je me suis dépêché à y aller. J'ai fait, je veux la copie de Diable est parmi nous. Il était déjà vendu. Ah. Fait que là, aujourd'hui, ça peut... La copie VHS, là, j'en ai vu une partir à 700$ récemment. Wow! Ouais.
Wow! Puis ça, c'est François Fait que, Cousineau qui a fait la musique. Ouais, exactement. Avec du gros funk là-dessus. Fait que le vinyle, là, ça peut se vendre d'une cinquantaine de piastres à peu près, là, parce que c'est du bon stock. Là. C'est très, très, très obscur. C'est incroyable. Wow! Je me doutais pas de ça. Quelle histoire incroyable! J'en reviens pas. Ouais. Là-dessus, on va devoir conclure l'épisode. J'ai tellement eu du fun à enregistrer ça avec toi. Si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, veulent voir ce que tu fais, veulent écouter tes émissions, on va où pour te connaître? Écoute, tout simplement, ma page Facebook, Félix BD-Fossé, ma page Instagram, c'est sur Instagram que je partage le plus de musique. Tout ce que je découvre comme disque, vinyle, qui me fait triper, je prends une petite vidéo, je le partage avec un peu d'infos. C'est une des places où on me suit pas mal, là, ouais. C'est un peu plus personnel, plus passionné, parce que là, ma page Facebook, il faut que j'utilise plus de manière radio-canadienne, là. Fait que oui. C'est un peu plus réservé au travail, en quelque sorte. Et j'imagine que Région 08 se retrouve sur audio, se retrouve... oui, absolument. C'est disponible sur toutes les plateformes de Radio-Canada. Et puis, sinon, au 97 à Rouyn-Noranda, tous les jours de 15h30 à 18h. Génial. Là-dessus, mon nom est Guy Saint-Cyr et avec Félix BD-Fossé, on a jasé de film.